Bonjour, moi je suis Claire Chapuzet, je suis infectiologue de formation, nouvellement arrivée en Calédonie, puisque ici que depuis 1 an. J'ai essayé d'orienter mon topo avec toutes, on va dire, les spécificités calédoniennes que j'ai pu constater et qui sont, à mon sens, très intéressantes. En fait, je suis un peu réfugiée climatique, puisque j'ai exercé en Normandie pendant quelques années, au CHU, où en fait il y avait une endocarditis team, un terme très pompeux, où ils organisent maintenant des réunions pluridisciplinaires avec les microbiologistes, les infectiologues, les cardiologues, pour essayer d'optimiser la prise en charge des endocardites, puisqu'on le verra lors du topo. En fait, on est toujours très mauvais dans la gestion des endocardites. Ça reste 30% de mortalité. Et vu les topos qui m'ont précédé, avec la prévalence du SARM en Nouvelle-Calédonie, je pense que c'est un diagnostic à fortement évoquer. Voilà. Pour faire le topo, je me suis inspirée de ma Bible, qui s'appelle le Pili. Le rédacteur du chapitre sur les endocardites s'appelle Bruno Heun. Il coordonne aussi toute une surveillance en fait européenne en fait des endocardites. Un topo qui avait été fait, qui date un peu par Catherine Chirouz en 2013, mais qui avait une approche un peu géographique et historique en fait des endocardites que j'ai trouvé assez intéressante. Et je remercie énormément Olivier Axler qui m'a permis d'accéder à un travail, une étude prospective qui a été réalisée sur 2 ans sur le territoire entre 2016 et 2018, où ils ont colligé en fait 81 cas d'endocardite qu'ils ont décrits avec des particularités tout à fait locales. Alors, j'espère que je ne vous ferai pas d'affront en revenant un peu sur la physiopathologie. Moi, je trouve que plus je vieillis, en fait, et plus j'oublie les bases, en fait, des maladies. Et pourtant, ça permet de comprendre, en fait, pas mal d'examens complémentaires qu'on a à faire et pas mal de prises en charge thérapeutiques qui peuvent en découler. En fait, on dit traditionnellement que le cœur est à gauche, mais en fait, le cœur, il est surtout central, avec une pointe qui est plutôt vers l'avant, ce qui fait que, en fait, quand on met notamment une sonde d'échographe sur la poitrine, en fait, on va surtout voir le cœur droit. Le cœur gauche, en fait, étant caché de l'autre côté. C'est pour ça qu'on complète souvent les examens avec une échographie transœsophagienne qui permet, via l'œsophage, en fait, de contourner le problème et de mieux visualiser le cœur gauche. Traditionnellement, les endocardites sont plutôt décrits sur le cœur gauche, plus souvent sur des valvulopathies qui sont les insuffisances et pas les rétrécissements, et le plus souvent sur la valve aortique. Je pense que c'est une question de flux en fait au niveau du cœur, puisque en fait le cœur gauche c'est là où il y a vraiment la plus grande vélocité et du coup où les valves s'abîment le plus. Dans le chapitre de Bruno Heun dans le Pili, ça m'a beaucoup perturbée parce qu'en fait, il est réédité tous les 2 ans et puis il y a toujours des petites phrases qui apparaissent là, voilà. Et là, notamment dans la dernière édition, il y a une phrase qui m'a perturbée qui disait qu'en fait, c'était 40% des endocardites qui étaient sur cœur apparemment sain. Alors, je me suis permis de lui envoyer un petit email en disant, moi, je suis désolée, je fais des diagnostics d'endocardite. Pour moi, il faut absolument qu'il y ait une valvulopathie, en tout cas pour que puisse y avoir apparition d'une végétation. Et donc, quand vous dites que c'est sur cœur sain et que c'est dans 40% des cas, ça me perturbe beaucoup. Et en fait, sa définition, c'est sur cœur apparemment sain, c'est-à-dire que chez quelqu'un en fait qui arrive, qui a priori n'aurait pas de problème cardiaque. Mais par contre, quand on fera les échographies, on se rendra compte qu'il y a des lésions valvulaires.
En fait, le mécanisme d'apparition de ce qu'on appelle traditionnellement la végétation, qui est souvent en lien avec le diagnostic d'endocardite, c'est en fait au cours de la valvulopathie, normalement on a un flux laminaire qui va du ventricule aux oreillettes, et au cours des valvulopathies, ça crée des turbulences au niveau du flux. Du coup, les plaquettes s'entrechoquent avec la fibrine et érode un peu l'endocarde. Et à l'occasion d'une bactériémie, ça va créer une espèce de conglomérat qui va pouvoir grossir en se fixant en fait à l'endocarde. Et c'est ça qui sera décrit comme végétation aux échographies tant transthoraciques que transœsophagiennes. Je vous ai mis des photos parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de voir des valves. Donc là, c'est une prothèse mécanique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des patients avec des prothèses mécaniques, mais il y a vraiment un clic-clic qui est qui s'entend. En fait, même nous, en tant que praticiens, en fait, on peut l'entendre. Donc les patients, il faut qu'ils s'habituent au bruit. Et puis ça, les prothèses biologiques, par contre, ne font pas de bruit. Voilà. En général, quand on fait une endocardite, il y aura la moitié des patients qui auront fait une endocardite qui auront une intervention chirurgicale dans les suites. Et ce qui, après coup, fait encore plus de facteurs de risque de faire une endocardite. Donc, mon topo, je l'ai fait avec voilà, un système de questions-réponses. Dans l'étude que m'a procurée Olivier Axler, donc il y avait 81 patients d'inclus, et l'incidence du coup en Calédonie qui était retrouvée dans la littérature est de 12 pour 100 000 habitants, alors qu'en métropole, c'est 4 pour 100 000 habitants. Donc il y a quand même 3 fois plus d'endocardites sur le territoire qu'en métropole. Je ne sais pas, vous, l'idée que vous avez des endocardites, mais moi, c'était surtout une maladie de la personne âgée et qui, en fait, qui était rare, mais grave, mais quand même rare. Et en fait, on voit qu'avec ces taux d'incidence, c'est pas franchement le cas. En comparaison, si on comparait les âges, en Calédonie, les patients sont légèrement plus jeunes, avec un âge moyen de découverte autour de 60 ans, alors qu'en métropole, c'est plus autour de 65 ans. La caractéristique calédonienne aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont représentées. Là, c'est celles qui sont en rouge, alors qu'en métropole, beaucoup moins. Et on le verra pour la suite, c'est à cause de la prévalence du RAA ici, qui n'existe pas en métropole, et qui fait que du coup, on a des caractéristiques sociodémographiques tout à fait particulières. Donc, qui c'est la bête, les bactéries en fait, qui sont les plus pourvoyeuses d'endocardite? Ce sont les coccygrammes plus. Donc ça, c'est une définition qu'affectionne particulièrement Julien Collot, microbiologiste, puisqu'il les regarde au microscope. Et quand on regarde en fait les coccygrammes plus, donc c'est des petits ronds violets en fait qu'on peut voir au microscope, et c'est toutes les bactéries qui finissent en coque, donc le staphylocoque, le streptocoque et l'entérocoque. Comme on a pu le voir tout à l'heure avec la prévalence du SARM en Nouvelle-Calédonie, le SARM en fait partie, puisque c'est un staphylocoque, et on voit que c'est la principale espèce représentée, puisque c'est pratiquement dans 35% des cas, excusez-moi. Bon, mes chiffres sont moins impressionnants que ceux qu'a sorti Julien, mais l'étude est un peu plus ancienne, c'est peut-être pour ça. Nous, en fait, en pourcentage global des staphylocoques, il n'y avait que 30% de SARM retrouvés comme agents pathogènes. Viennent après les streptocoques, notamment tous les streptocoques oraux. On reviendra dessus, notamment pour les portes d'entrée dentaires. C'est par là que les streptocoques rentrent. Moi, je me souvenais, dans mes bouquins, on parlait beaucoup du groupe ASEC, qui, eux, sont des bacilles gram-négatifs. Et en général, les bacilles gram-négatifs donc, sont Escherichia coli, Proteus, sont vraiment très, très peu représentés. C'est moins de 5% en fait, de toutes les endocardites.
J'ai comparé en fait la microbiologie calédonienne en fait avec le reste du monde. Bon, c'est à peu près les chiffres avec la métropole sont à peu près similaires. On voit qu'en Amérique du Nord, il y a une grande prévalence du staphylocoque, voilà, qui n'est pas si éloignée de nous. Donc, comment on fait des bactériémies à coccigramme plus? Il y a plusieurs moyens. Alors, en Calédonie, la toxicomanie intraveineuse est quand même pas très fréquente. Mais par contre, les infections liées aux soins le sont de plus en plus, avec des caractéristiques, mais ça qui sont un petit peu mondiales, dans l'utilisation des voies veineuses périphériques, avec notamment les nouveaux dispositifs que sont les PICC line et les midline, qui ont quand même plus tendance à s'infecter que les voies veineuses périphériques et qui sont une porte d'entrée, une grande porte d'entrée des endocardites. Et à côté, donc, je vous ai mis les soins dentaires. Alors, les difficultés qu'on peut avoir aussi, notamment quand on est en cabinet et qu'on reçoit quelqu'un, par exemple, qui a un rhumatisme articulaire aigu et qui est fébrile, vu les diagnostics, c'est toutes les présentations cliniques en fait des endocardites sont très riches en fait. Donc ça peut aller de l'accident vasculaire cérébral fébrile en passant par la spondylodicite là que je vous ai mis là. Donc un lumbago fébrile aussi peut faire évoquer une endocardite. Un purpura ici. Ici, c'est l'OAP, en fait, puisqu'on peut avoir comme complication de faire une décompensation cardiaque. Ça, c'était pour représenter, en fait, la présence d'un souffle cardiaque ou la modification d'un souffle cardiaque. Moi, franchement, ceux qui ont la modification d'un souffle cardiaque à l'oreille, je les admire, bravo. Parce que c'est pas si évident que ça avec les gabarits des patients ici déjà d'avoir les bruits du cœur. La fièvre, qui est le symptôme en fait le plus fréquemment rencontré. Et puis ça, c'était pour l'altération de l'état général, notamment chez les personnes âgées, qui est un symptôme qui est souvent représenté. Dans l'étude calédonienne qui a été faite, les trois principaux diagnostics, les trois symptômes principaux, c'était la fièvre et le souffle, ce qui est tout à fait classique dans le domaine. Et puis excusez-moi, je vais y arriver. Des signes emboliques, avec notamment les accidents vasculaires cérébraux ou la spondylo. Alors le diagnostic, c'est toujours c'est toujours l'éternel débat entre les cardiologues et les infectiologues. En fait, là je vous ai mis Donald Duck parce que les infectiologues, pour faire le diagnostic des endocardites, et maintenant qui est recommandé aussi par la Société européenne de cardiologie, s'inspirent des critères de Duke, de la Duke University, qui sont basés en fait sur des critères majeurs et des critères mineurs. Donc, il y a les deux critères majeurs principaux, ce sont des hémocultures positives et des aspects échographiques compatibles avec une endocardite. Je vous les ai mis après, alors ils sont un peu imbuvables, mais voilà, ils sont ce qu'ils sont. Donc, il faut des hémocultures positives à streptocoque, aux bactéries du groupe A sec ou à staphylocoque doré. Ou alors des hémocultures positives persistantes à un germe susceptible d'être pourvoyeur d'endocardite. Donc ça, c'est les coccigramme plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et enfin, il y a quand même Coxiella-Burnetti, qui est aussi un agent des endocardites, qui, lui, fera partie des microbes qui donnent des endocardites à hémoculture négative. D'où l'intérêt de ces critères de Duke. En fait, il faut, pour avoir un diagnostic certain d'endocardite, soit 2 critères majeurs, soit 1 critère majeur et 3 critères mineurs. Pour les critères majeurs échographiques, c'est bien sûr la végétation. Je ne sais pas si on peut revenir. Voilà.
Là, celle-ci, elle était énorme. En fait, la valve, elle est en bas, là. Alors, je suis désolée, je voulais vous mettre les cardiologues m'avaient gentiment donné des petites vidéos dynamiques d'échographique, mais ma technicité informatique a eu ses limites. Donc, je vous ai juste mis une photo avec une énorme végétation, là. Elle faisait 40 mm, si je ne m'abuse. Voilà, donc les aspects à l'échographie cardiaque, ce sera la traditionnelle végétation, mais aussi un abcès paravalvulaire ou une perforation de la valve, un anévrisme ou une désinsertion de prothèse valvulaire. Le fait nouveau aussi dans les critères de Duke ont été inclus des nouvelles méthodes diagnostiques, entre guillemets, notamment parce que sur les prothèses mécaniques et biologiques, la sensibilité diagnostique de l'échographie est limitée, puisqu'il y a un gros écho en fait, qui existe avec les valves. Et du coup, on est en train un peu d'étudier des nouveaux examens, enfin nouveaux non, mais des examens radiologiques autres pour pouvoir affirmer les diagnostics d'endocardite. Et notamment, ce sont les PET scanners et puis la scintigraphie au PNN marqué. La scintigraphie est notamment développée pour les vieilles valves, les valves qui n'ont pas été posées récemment, en tout cas depuis moins de 3 mois, plus de 3 mois, pardon, et le PET scan pour les autres. Ah, ça marche plus. Attention. Vous voyez ma technicité informatique. Hein. Les critères mineurs, et c'est là en fait où ça devient un peu intéressant là, avec les critères de Duke, c'est donc les prédispositions, donc une cardiopathie à risque, que sont notamment toutes les valvulopathies. Donc avec la prévalence du RA sur le territoire, et ben, ça c'est une cardiopathie à risque notamment, ou la toxicomanie intraveineuse, mais bon ici en Calédonie c'est pas trop le problème. Une fièvre supérieure à 38, donc ça c'est quand même comme on l'a vu, c'est quand même le principal symptôme. Et des patients fébriles, on en a quand même très, très régulièrement. Tout ce qui est phénomène vasculaire, donc les emboles septiques, infarctus pulmonaire, anévrisme mycotique, hémorragie intracrânienne, hémorragie conjonctivale, pacardogénoé. Les phénomènes immunologiques avec les glomérulonéphrite, un faux panari d'Osler, tache de Ross, facteur rhumatoïde. Et les arguments microbiologiques, c'est-à-dire que c'est toute une série d'hémocultures qui seraient positives à un agent qui est moins connu, enfin qui est moins reconnu, comment dirais-je, endocardopathogène que les cocci-grammes positifs. Donc, du coup, très, très régulièrement, si on applique systématiquement les critères de Duke pour faire les diagnostics d'endocardite, on se retrouve avec des endocardites certaines. Donc, ça ne pose pas de problème. On les traite, voilà, on sait qu'il y a une endocardite. Mais dans, on va dire, bien plus de 50% des cas, on se retrouve avec des endocardites dites probables, c'est-à-dire un critère majeur et 2 critères mineurs, puisque c'est très fréquent d'avoir de la fièvre et une cardiopathie à risque. Et c'est là où en fait on est très embêté, puisque ça reste une maladie quand même extrêmement grave, avec plus de 30% de mortalité. Et moi j'avoue, en tant que clinicienne et praticien, je suis assez sécuritaire et j'ai pris le parti en fait de traiter par excès des endocardites qui n'en seraient peut-être pas, mais comme je ne sais pas, je préfère être sécuritaire avec les patients et les traiter comme des endocardites infectieuses. Donc, l'étude qui avait été faite entre 2016 et 2018, on voit là les résultats. Donc, il y avait 80 cas d'endocardite, donc certaines, puisque vues par les cardiologues. Donc, forcément, il y avait une végétation à l'échographie et des hémocultures positives. Donc, 26 des patients recensés présentaient une atteinte rhumatismale chronique, donc ce qui représentait quand même 30%, donc un tiers des effectifs, donc c'est énorme. Et l'incidence, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était de 12,9 pour 100 000 années personnes. Il y avait 60% qui étaient des hommes, 60% étaient d'origine mélanésienne, et l'âge moyen était autour de 60 ans. L'endocardite infectieuse était associée aux soins dans 30% des cas, donc le problème des voies veineuses et de l'entretien des voies veineuses périphériques. Et le staphylocoque doré était le germe le plus fréquemment isolé. Donc la mortalité hospitalière reste toujours aussi dramatique, à pratiquement 30%.
mais que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en métropole, et depuis 40 ans, en fait, c'est la même mortalité. Donc là, c'était pour c'est une petite diapo pour vous montrer l'évolution en fait au cours du temps. Et en fait, on se rend compte que en Nouvelle-Calédonie, la particularité, en tout cas épidémiologique, c'est que elle est comparable en fait à celle des pays en voie de développement à cause de la présence du rhumatisme articulaire aigu. Par contre, en termes microbiologiques, les germes recensés sont ceux des pays en voie de développement. Enfin, voilà. Ce qui fait un mix tout à fait exceptionnel. L'autre question qui, à mon sens, avait un intérêt d'être soulignée, c'était la prophylaxie, puisque, en fait, quand on a fait une endocardite infectieuse, on est très à risque, en fait, d'en refaire une. Et les porteurs de valves cardiaques doivent recevoir une prophylaxie avant certains soins. Ces soins ont été restreint, puisque avant, même pour des coloscopies, on pouvait donner des prophylaxies. Et là, en fait, elles ont été drastiquement diminuées. En fait, pourquoi on donne une prophylaxie? C'est pour diminuer l'inoculum en fait, bactérien, puisque ça a été décrit dans une étude américaine. En fait, même quand on mange du chewing-gum, par exemple, on peut faire des bactériémies à streptocoque. Le streptocoque va circuler dans le sang, il ne va pas forcément nous rendre malades, mais ça a été décrit. Donc c'est vraiment le but de cette prophylaxie, c'est de diminuer le nombre de bactéries dans le sang de manière à ce qu'elles n'aillent pas se greffer sur l'endocarde. Et du coup... et aussi la présence de l'antibiotique va diminuer en fait l'adhésion en fait de la bactérie à l'endocarde et donc empêcher la survenue de végétation. Donc à qui on va administrer cette prophylaxie? C'est aux cardiopathies à haut risque, donc très souvent les porteurs de prothèses valvulaires, les patients qui ont déjà eu un antécédent d'endocardite, vous m'excuserez les petites coquilles de rédaction, les patients porteurs d'une cardiopathie congénitale cyanogène. Et donc, pour quelle indication c'est fait? C'est pour notamment toutes les procédures dentaires avec manipulation de la gencive, ou de la région apicale ou effraction muqueuse. Et comment en fait on l'administre? C'est 2 grammes d'amoxicilline 1 à 2 heures en fait avant la procédure. Et si jamais le patient est allergique à l'amoxicilline, à ce moment-là, l'antibiothérapie de choix sera la clindamycine à 600 mg. Dans 1 à 2 heures aussi avant le geste. Voilà, donc il faut y penser pour les patients porteurs de valves et ayant eu déjà des endocardites. Voilà, je vous remercie de votre attention.